Bonjour, je suis Jesse Grossi et vous allez assister à CMO, la rencontre hebdomadaire avec des gens dont le job est d'accompagner la croissance de start-up. Le podcast ne fait que grandir. Le deuxième épisode avec Florian Legris de Star of Service a même été mentionné dans la newsletter Gross Room, portée notamment par Com Courteau. Donc merci à eux, ça fait du bien aux stats. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de ce podcast ? Je vous invite à le noter sincèrement sur Apple Podcast. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes, et moi, ça me permet d'atteindre de nouvelles oreilles tout en m'améliorant. Cette semaine, j'accueille Raphaël Dardec de Gymlib, et ce qui m'a marqué chez eux, c'est la réussite avec laquelle ils sont passés d'un modèle B2C à un modèle B2B, en adaptant leur stratégie marketing avec une grosse phase de awareness bien rodée. Et c'est plutôt remarquable. Comme pour chaque épisode, on se penche sur les questions les plus importantes, management, recrutement, culture, expérimentation. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, pensez à vous abonner. Cette interview est la dernière avant la rentrée et il y aura bien une nouvelle interview chaque semaine. Salut Raphaël Dardec, tu es CMO de... Quel est le nom de ta boîte ? Gymlib. De Gymlib. Moi, tu m'as été recommandé par Florian Legris hier de Star of Service, qui m'a dit qu'il fallait absolument te rencontrer pour mon podcast. Donc me voilà, on se connaît pas plus que ça, on s'est jamais vu. Moi, j'ai utilisé une seule fois Gymlib, c'est quand je devais partir à Bourges, j'avais pas de salle de sport là-bas, donc j'ai pris une salle de sport pour une journée à 7 €, ça m'a grave dépanné. L'UX c'était top, c'était similaire à une expérience comparée sur Doctolib ou autre, donc le design était assez incroyable. Donc je me suis dit je connais pas ce mec, mais je vais quand même aller le voir parce que j'aime leurs produits a priori, et il m'a été recommandé par un mec top, donc voilà, c'est pour ça que je viens te rencontrer. Ça va ? Très bien, très bien, oui, par ce beau temps. Allez, nickel. Donc est-ce que tu peux t'introduire, parler de toi, même revenir très tôt dans ta carrière, même je sais que tu as bossé à Google apparemment il y a quelques années. T'as été mentor pour des... J'étais consultant, j'étais pas vraiment salarié, mais plutôt des conseils pour les jeunes startups. Ok, vas-y, commence par là peut-être, essaie de reprendre assez loin. Ma longue carrière, en fait moi j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Thales, donc sur un sujet de cybersécurité, notamment la sécurisation des données sur les devices mobiles, donc mobiles et tablettes. Dans des logiques de bring your own device, c'était donc les salariés qui apportaient leur propre mobile ou leur propre tablette au travail, et puis potentiellement qui étaient source de fuite de données. Et donc dans une startup c'est pas très important, mais dans un grand groupe ça peut l'être, surtout à des niveaux hiérarchiques assez hauts. Et donc du coup, on était en quelle année là ? On était en bonne question. Je suis très mauvais sur les années. Je pense qu'on était 2011. Un truc comme ça, 2012 même, okay. 2011-2012. Et donc j'ai fait du marketing là-bas, donc marketing B2B, très grand groupe. Après chez Thales, on va dire le marketing c'est un peu abstrait. Okay. Et surtout il y a différents niveaux de validation. Donc pour sortir un leaflet, c'est un truc qui dure 4 mois, et donc c'était assez chronophage, et pour moi qui aime aller assez vite, c'était assez dur à encaisser. Et ensuite je suis parti dans plus de la gestion de projet, toujours sur le même sujet, et toujours chez Thales. Après c'était toujours dans un environnement qui était assez lourd, assez contraignant, assez lent. Moi je voyais il y avait des startups qui faisaient à peu près la même chose que nous en face, et qui étaient notamment aux États-Unis, et qui allaient 10 fois plus vite que nous, donc c'était assez frustrant. Après ça me permettait de dégager un petit peu de temps libre, donc je finissais pas très tard le taf, et au final c'est là où j'ai eu un peu des idées entrepreneuriales et de lancer un premier projet. Ce que j'ai fait avec 3 associés, c'était une boîte qui s'appelait Willeo à l'époque, et qui était une application de change de devises entre particuliers. Donc c'était tout simplement pour échanger cette devise lors d'un voyage à l'étranger, et notamment quand quelqu'un revient de l'étranger, par exemple à Londres, il lui reste des livres sterling, il lui reste 150 pounds, et donc aujourd'hui il a qu'une solution pour du cash, c'est d'aller dans un bureau de change qui prend entre 3 et 25% en fonction de la zone, et puis perdre cette somme là. Et donc du coup nous c'était juste une application qui faisait de la mise en relation entre particuliers pour échanger ces devises en cash. Et nous on faisait une vérification d'identité, on mettait en relation ces personnes-là, et on avait un business model assez proche de celui du Bon Coin, donc aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, et nous on s'adressait aux professionnels du change. J'ai vu que t'es parti à San Francisco pour l'occasion. Ouais, c'était dans ce cadre, ouais. Pourquoi t'es parti une opportunité faire ça là-bas, ou est-ce que t'étais parti là-bas
et tu as été amené à faire ça là-bas, je sais pas, ça s'est passé comment? En fait, on a commencé à Paris, on était incubé chez Paris Incubateur, qui s'appelle aujourd'hui Paris & Co. Et au final, on a eu une opportunité un peu sur AngelList en checkant un peu toutes les opportunités. On était en process de lever, puis au final, on a postulé à 2-3 accélérateurs un peu par test. Puis au final, on a été pris dans l'un d'entre eux, donc c'était pas Y Combinator, mais c'était un petit accélérateur qui s'appelait Tummel et qui était basé sur l'innovation urbaine. Et puis l'avantage, c'était que ils nous finançaient dès le début et on avait des bureaux dans San Francisco. Donc comparé à Y Combinator, si on doit avoir un avantage, c'est les bureaux, on va dire, qui sont fixes. Et donc du coup, on est parti 3 mois là-bas. Donc les 4 associés étaient partis. Et le but, c'était de lever des fonds. On devait faire notre deuxième levée. Et qui a malheureusement échoué parce qu'on avait pris des investisseurs qui étaient pas forcément très à même de mettre de l'argent dans les startups et de comprendre un peu l'écosystème et ne serait-ce que les valos qui étaient liés à celles des startups. Et donc du coup, de fil en aiguille, on a quand même pas mal ramé pour récupérer un autre investisseur qui est parti au dernier moment. Et puis en final, on était à court de cash et on a dû mettre fin un peu à l'expérience au bout de la 3e année. Ok, très bien. Donc voilà. Donc en soi, c'était un petit échec, mais j'étais ultra content de cette expérience parce que c'était ta première aventure entrepreneuriale en startup. Après, j'étais très jeune. En 2012, donc c'était un peu l'époque Solomo et tout ça, non? C'était un peu, il fallait lancer son appli mobile. Exactement. C'était facile, tout le monde le faisait. On voyait que les levées commençaient à être assez conséquentes. Alors après, à l'époque, quand on levait 300, 500 000 euros, c'était quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, quand on lève moins d'1 million, on se dit là, il y a un problème, la boîte va très mal. Donc l'écosystème n'est plus le même. Mais c'était une expérience extrêmement enrichissante. J'ai rencontré beaucoup de monde. San Francisco, c'était incroyable aussi. Même humainement, c'était génial de travailler avec des gens que tu as sélectionnés toi-même, qui sont potentiellement tes amis ou qui le deviennent. Et puis même sur le travail au quotidien, c'était quand même assez formidable. Après, moi, j'ai quand même eu un affect sur la partie produit et marketing. Puis, en fait, quand on se lance dans des levées de fonds, en fait, on n'est plus marketeur ou product manager. On est vraiment, on est sales et puis on fait vraiment des tableaux Excel pour prouver aux investisseurs que notre boîte va être mieux que les autres et qu'il faut investir dedans. Alors que c'est quand même un peu doigt mouillé parce que il suffit de changer 2-3 indicateurs pour changer toute une courbe ou toute une prévision et au final c'était c'était exactement ça. À la fin c'était voir des personnes, les rencontrer, leur expliquer, leur faire des business plans, rechanger les business plans, refaire des tableaux Excel pour leur montrer que les forecasts pouvaient être améliorés ou on pouvait changer avec 2-3 variables le forecast. Donc c'était en fait, c'était beaucoup d'hypothèses. Ouais, c'était beaucoup d'hypothèses, c'était de concret, quoi. Alors après, c'est normal, il fallait bien prouver quelque chose, qu'on était vraiment très jeune pour le coup et c'était ma première expérience entrepreneuriale et donc normal quand on est investisseur, on va pas filer 300 000 euros à 4 jeunes de 24, 25 ans, même si ça arrive de plus en plus. Mais au final, c'était moins l'aspect que j'aimais dans la partie entrepreneuriale. Je me dis en fait, maintenant je suis juste un lover de fond et je travaille plus sur le produit ou je travaille plus sur le marketing, je fais juste de la drague aux investisseurs. Et ça, du coup, est-ce que ça a généré un ras-le-bol quand t'es revenu à Paris ou est-ce que naturellement t'es reparti dans ce qui te faisait vraiment kiffer parce qu'après du coup ensuite t'es rentré à Yomoni, il me semble. Ouais. Juste après. Alors non, alors après ça a été un peu. Moi j'étais à la fin de mon expérience entrepreneuriale, j'étais à moins 5 000 euros sur mon compte. Il y a mon banquier qui m'appelait tous les jours et puis en fait j'avais 2 solutions, c'était soit broyer du noir chez moi, à taffer comme un malade, soit je sais pas, c'est mon point optimiste, mon côté optimiste. Je sortais beaucoup et puis je rencontrais d'autres personnes, puis au final j'ai rencontré d'autres personnes en leur parlant un peu de mes difficultés du moment, puis jusqu'au jour où on a décidé d'arrêter complètement l'expérience, et j'en ai parlé aux gens avec qui je sortais sur cette période. Et puis de fil en aiguille, on m'a présenté d'autres entrepreneurs et qui cherchaient des responsables ou CMO toujours dans l'univers du marketing. Et puis du jour au lendemain, en 15 jours, on m'avait reproposé un poste. Donc pour le coup, j'étais chez Snapcar, qui est un acteur du monde des VTC avec un positionnement très fort B2B et en parallèle, donc ce qu'on disait, c'était que j'étais chez Google dans un programme de consulting à destination des startups et en fait j'aidais des startups plus ou moins early stage, donc soit sur des problématiques de lancement, soit sur des problématiques plus précises, donc que ce soit de la rétention, de l'analyse, du reporting, de l'acquisition, du CRO, les choses comme ça. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était un programme qui était
fait par, il me semble que c'était Google for Developers ou quelque chose comme ça, où ils venaient d'intégrer le marketing dans ce programme-là. Et je faisais ça assez ponctuellement, donc c'était 1 ou 2 fois par mois dans des lieux précis, donc c'était soit en France, soit à l'étranger. Donc c'était assez cool parce que ça permettait de donner ton expérience, de rencontrer des start-upers et puis de rencontrer aussi d'autres professionnels du secteur et avec qui je suis resté ami et c'était une super expérience. Donc je suis resté chez Snapchat. Ouais. Donc là j'étais en responsable marketing. C'était une boîte qui avait déjà levé, qui était en phase de croisière, qui évoluait assez bien, mais face à une concurrence très développée, même avec Uber, chauffeur privé, le cab, et il y en avait un tous les mois qui poussait. Après c'était assez intéressant et assez marrant parce que c'était le moment où il y avait toutes les grèves avec les taxis, et de voir ça de l'interne, c'était assez marrant marrant et stressant de le vivre au quotidien. Et puis en finale, j'étais un peu frustré parce que j'étais un peu capé dans mes objectifs marketing, dans mes outils, dans comment les choses avançaient. Et puis en parallèle, il y avait des entrepreneurs qui montaient une boîte qui s'appelait Yomoni et qui m'ont convié à l'aventure dès le début. Et puis je suis arrivé dès le début de Yomoni. Je faisais partie, je pense, des 10 premiers salariés. Et là, pour m'occuper pour le coup de la partie produit et plus marketing opérationnel que stratégique, parce que j'ai pas la légitimité de traiter les sujets financiers, à savoir tout ce qui est assurance vie, PEA, les titres ou les choses comme ça. C'est quelque chose qui m'était assez étranger. Et donc voilà, donc je me suis laissé séduire par l'aventure. Je suis arrivé chez Yomoni et très intéressant. Au final, on découvre le secteur de la finance qui est, je pense, culturellement très intéressant, même sur la culture économique et financière. Et je pense que tout le monde a intérêt à y connaître un petit peu. Et après, très challengeant parce que on va parler à une population, à savoir les Français, qui n'ont pas du tout de culture financière, et parler d'un service qu'on essaie de démocratiser, mais qui était assez peu connu parce qu'il était limité à une population relativement aisée. Et donc en fait dire on propose un service de gestion privée à un prix dérisoire, les gens savent pas ce que c'est que la gestion privée, et puis en fait quand on leur demande le prix, les banques sont très fortes pour cacher ces prix, pour faire preuve de non transparence, et quand on arrive sur le marché, c'est dire nous on est les meilleurs quand même, et en fait c'est dur de comparer les meilleurs à quelque chose qui est complètement flou ou inaccessible avant. Donc c'était assez challengeant. Je suis resté 2 ans et demi, et puis après c'est un retour un petit peu à la réalité, se dire la finance c'est intéressant, mais au final c'est quoi? C'est de l'argent qui fait de l'argent. Puis j'avais besoin personnellement de revenir à quelque chose d'un peu plus aspirationnel, de passionnant. Et puis j'avais 2 secteurs qui m'intéressaient, c'était la gastronomie, en l'occurrence tout le monde veut aller dans ce secteur-là, tout le monde veut travailler dans les apps de food et des choses comme ça. Donc j'avais pas envie d'être une énième personne dans ce groupe. Ou le sport, moi tu me diras, le sport c'est assez sexy aussi. Du coup je te coupe, t'as eu plein d'expériences de nature très différente, t'étais à la fois entrepreneur, t'as aussi été employé dans une grosse boîte qui est Google, tu t'es aussi inséré dans des nouveaux projets, aujourd'hui t'es dans une boîte où je crois il y a 60 personnes, et à chaque fois en plus dans des thématiques très différentes, dans des villes différentes parfois. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches volontairement, tout ça, ou c'est juste question d'opportunité, d'ouverture d'esprit, tu verrais, enfin, comment tu le vis toi? C'est genre c'est volontaire, ou bien est-ce que juste t'assumes le fait que je sais pas, peut-être t'as pas d'énorme attrait pour une typologie de boîte particulière, un stade de développement. C'est quoi ton retour là-dessus? J'imagine que t'as dû avoir des réflexions là-dessus, je pense, surtout quand t'as fait ta boîte ASF, que tu vas à Paris, tu finis par bosser pour Google, puis après tu restes à l'écoute quand même des gens comme Yomoni qui créent des boîtes. Enfin, tu vois, genre c'est dans ta tête, c'est pas une guerre en fait à l'époque, de te dire où est-ce que je vais, quoi. Enfin, quelle direction je prends, quoi. C'est toujours une guerre. C'est toujours une petite guerre dans ma tête. J'essaie de la calmer de temps en temps. Je crois qu'il y a un mix entre opportunités et les boîtes qui me séduisent. Ce qui est sûr, c'est que la typologie de boîte du type grand groupe m'attire moins. Au début, ce qui m'intéressait, c'était les startups en lancement, parce que il y a tout à créer, et puis il y a le fait d'être à la genèse d'une idée, c'est extrêmement intéressant. Et après, sur une boîte comme Gymlib, qui est vraiment en phase de pleine croissance, et puis qui est une boîte qui a déjà 4 ans d'activité, en fait je l'ai vécu un peu plus comme un nouveau challenge, et en fait je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment de vivre un nouveau challenge. Et puis il y a le challenge qui est très intéressant, qui m'intéresse, qui est très important. Il y a l'équipe, et en fait de sentir que
il y a une cohésion d'équipe et un esprit humain et un esprit d'équipe. Je pense que c'est quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup. Je pense que le dernier point, c'est de croire au produit et au business model, et de me dire en fait je vais pas aller dans une boîte où en fait ça crame 100 000 euros par an, puis en fait ça sera break-even dans 10 ans ou peut-être jamais, mais on s'en fiche, on fait de la croissance et puis on arrivera peut-être à le revendre à Facebook, Instagram ou je sais pas qui. Ouais. Moi je pense que très sincèrement, Gymlib a un bon avenir. Donc, après, il y a des prises de participation qu'on a pu voir récemment, donc qui le dessinent un peu. Mais le business model est quand même assez simple, et séduit facilement les entreprises. Et puis, en fait, alors ça c'est plus le B2B qui nous faire ça, mais au final c'est une équation assez simple. C'est on vend ça, ça nous coûte ça. Et puis dans tant de temps on est break-even et où on peut s'autofinancer. Plus prédictif que l'autre modèle, plus B2C a priori. B2C, on est plus sur des questions de volume. Raconte le produit, qu'est-ce que fait Gymlib exactement, et parle justement un peu du business model et des potentiels pivots que tu as pu connaître déjà depuis 7 mois. Quoi. Ouais. Alors j'ai pas connu de pivot en 7 mois. Moi, je suis arrivé justement au moment du pivot. Okay. Comme je disais, Gymlib, c'est une boîte qui a 4 ans et qui a commencé sur un modèle B2C, à savoir celui que tu as utilisé. C'est donc une marketplace où nous, on va agréger un certain nombre de partenaires. Donc partenaires sport et bien-être qui commençaient au début avec beaucoup de salles de gym, à savoir CMG Sport, Orange Bleu, il y a quoi d'autre, Fitness Park, Keep Cool, des choses comme ça. Donc au fur et à mesure on a développé le nombre d'activités. Donc maintenant on va proposer des sports de combat, du pilates, du yoga, de la piscine, de l'escalade, du squash, voilà, 200 activités différentes. Et donc le modèle B2C consiste à vendre ces infrastructures sans engagement et à coût réduit. Donc c'est pour éviter que les personnes qui sont pas certains de s'engager sur 6 mois ou 12 mois, puis d'y aller 2 mois, puis à force d'y aller, de se démotiver, de dire en fait j'ai payé 12 mois et j'ai perdu 10 mois sur mon investissement. Et donc là l'idée c'était d'avoir un modèle qui était sans engagement. C'est une marketplace mais peut-être plus proche d'une sorte de hub où finalement c'est vous qui allez contrôler l'expérience. Et vous allez imposer une expérience en tout cas un peu aux salles de sport quelque part. Assez peu, parce qu'en fait vous allez vous mettre d'accord sur une expérience en tout cas quelque part. Là il y a nous en fait on est plus revendeur, et en fait on est plus revendeur et on est plus un levier pour les salles, pour les partenaires, pour se faire connaître. Et puis leur but aux salles in fine c'est de draguer des nouvelles personnes. Ils disent en fait très bien, il vient tester la salle avec un pass une journée, 5 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis c'est que la personne apprécie l'expérience en l'occurrence dans la salle, et puis deviennent clients de la salle au final. Ouais. Donc en fait ça c'était le premier modèle et qui marchait relativement bien, qui se développe toujours assez bien. Après au fur et à mesure on a eu, et c'est là où je suis arrivé en fait, on a eu des entreprises qui sont venues vers nous, ils nous ont dit en fait votre modèle est intéressant, puis nous on a des besoins en sport, et puis le sport a pas mal de vertus pour l'entreprise et pour les collaborateurs, et nous on aimerait qu'il y ait une offre pour accéder à vos partenaires. Donc une des grosses forces de Gymlib c'est d'avoir concrétisé des partenariats assez solides et qui cloisonnent un peu le marché, parce qu'on a certaines exclusivités avec des grosses enseignes. Aujourd'hui en fait on a créé une offre entreprise qui consiste à aller démarcher donc soit les CEO, soit les DRH, en leur disant nous ce qu'on vous fait c'est un accès à tout notre réseau de partenaires, et sous forme de 3 abonnements pour vos salariés. Donc tu as le standard, l'avancé et le premium. Et par exemple le premium, tu peux vraiment aller partout dans toutes les salles, et si le lundi tu veux faire du yoga, le mercredi tu veux aller faire du squash, le jeudi tu veux aller à la piscine, et le week-end tu veux aller faire un golf, tu peux le faire avec ton abonnement Gymlib. Donc ça c'est réservé uniquement pour les entreprises. Et en fait le business model est le suivant: les RH vont payer une part employeur, donc qui est en fonction de la masse salariale, et puis leur choix de financement, s'ils veulent un financement élevé ou peu élevé, qui va jouer ensuite sur les abonnements des salariés. Donc il y a 3 types d'abonnements, comme je le disais. Et plus l'abonnement est financé par l'entreprise, moins ça coûtera cher pour le salarié. Et donc après le salarié pourra aller dans notre réseau partenaire. Ok, alors aujourd'hui qui sont un peu les boîtes qui bossent avec vous là-dessus, parce que là du coup j'en ai qu'une idée, ça peut être à la fois des startups, ouais, des PME, des grands groupes. C'était quoi le plus évident au départ à brancher? Alors le plus simple bien entendu c'est les startups, ouais. Et les startups on va s'adresser directement au CEO, parce que c'est assez rare quand il y a un RH dans une boîte de moins de 50 personnes.
Donc c'était un peu c'est le plus simple à démarcher et le cycle de vente est relativement court. Et ils vont être sur d'autres problématiques que les grosses entreprises. Donc la startup va être plus sur je vais faire plaisir, je vais faire un petit kiff à mes salariés, je vais leur faire du sport, puis en fait on va s'éclater ensemble et puis on va pas se prendre la tête sur intellectualiser le truc. Quand on s'adresse à des grands groupes, c'est vraiment différent. Donc là, on va s'adresser plus à des RH qu'aux dirigeants. Donc ça peut être des RH qui fait partie du COMEX. Et là, on va être plus sur des enjeux RH un peu plus précis, à savoir la qualité de vie au travail. Donc un espèce de grand sujet du moment, grand sujet RH qui est très tendance, et la marque employeur. La qualité de vie au travail, ça regroupe pas mal de sujets, donc à savoir la cohésion d'équipe, la santé, l'absentéisme, la motivation, la productivité, et puis après la marque employeur, c'est tout ce qui est attractivité des talents et rétention des talents. Donc ça va être les enjeux sur lesquels on va jouer. Alors encore une fois, le sport, c'est une simple brique dans tout ça. On veut pas dire le sport, ça améliore tout. Tous vos KPIs feront plus 100%. Mais au final, c'est une brique parmi tant d'autres, et qui est aujourd'hui dans un cycle économique de reprise économique. En fait, les talents vont avoir tendance à être un peu plus on va dire volatiles et vont aller d'une boîte à l'autre. Et là, l'intérêt justement, c'est de retenir ces talents, de les motiver. Et puis en fait, on parle beaucoup plus de ce qui n'existait pas dans les années 2000, c'est de capital humain. Et en fait, se dire, c'est valoriser ce capital humain. Et puis demain, aujourd'hui même, on commence à valoriser le capital humain, même au sein d'une valo, d'une boîte, d'une start-up. On va voir si une marque employeur est forte, ou si on sent que les employés sont engagés et puis adorent leur boîte. Et la boîte sera potentiellement plus valorisée qu'une boîte où les salariés détestent leur job, mais même c'est fait des super chiffres. Ok. Du coup, comment vous y prenez en marketing, du coup directement là comme ça? Comment vous êtes structuré? À quoi ressemble le tunnel de conversion, je dirais? Comment vous passez alors déjà, est-ce qu'il y a une phase d'éducation? Est-ce que vous devez aller voir les boîtes en leur expliquant justement répéter tout ça, ce storytelling du bien-être au travail, de la productivité, ou bien est-ce que vous préférez vous axer directement sur des boîtes pour qui vous savez c'est déjà acté, et puis ensuite qu'est-ce qui se passe derrière? Quel levier vous utilisez pour aller générer du lead? Comment vous traitez ces leads là? Et comment ça se passe ensuite dans la relation, quoi? Et bref, comment se passe ce tunnel de conversion? Beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais alors ce tunnel de conversion, il ressemble à quoi? Alors déjà, je pense qu'on peut mettre de côté l'offre B2C pour donner un peu la vision. Aujourd'hui, le B2C nous rapporte toujours pas mal de chiffre d'affaires. On a choisi de le déléguer entièrement à une agence, aussi bien la partie acquisition que rétention, à savoir CRM. Et en fait, parce qu'on essaie de mobiliser toutes les équipes internes sur le sujet qui est le plus stratégique pour nous, à savoir le B2B. Donc le B2C, on a toujours des gros budgets dessus, ça nous fait toujours des beaux KPIs qui s'améliorent au fur et à mesure, même si ils ont tendance à moins bien s'améliorer. La courbe est moins exponentielle que sur le B2B. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le déléguer à 90% à une agence pour que nous on puisse faire un gros focus sur le B2B. Le B2B, on a un funnel qui est très commun à beaucoup de startups. Nous on va, avant de voir le funnel propre à celui de la startup, il y a celui en amont, c'est-à-dire l'écosystème de la qualité de vie au travail, du sport en entreprise. Et là, on peut même parler d'un peu de lobbying. On commence tout juste à faire des actions là-dessus. Ça ressemble à quoi? Faites quel genre d'action? C'est des prises de parole généralement dans des tables rondes, donc que ce soit avec le MEDEF. Donc là, on s'est pas mal rapproché d'eux. Eux, ils avaient fait une étude sur la productivité, sur le sport et le lien avec la productivité. Donc eux, ce qu'ils disaient, c'est que le sport avait un effet bénéfique de 6 à 9% sur la productivité d'une entreprise. On a les stats. Donc, et en vrai, l'étude a été quand même ultra poussée parce que c'était fait en partenariat avec Goodwill. Et au final, ils ont même nuancé les stats qu'ils avaient trouvés, ce qu'ils trouvaient plus autour de 14%. Et en fait, ils l'ont rabaissé pour pas que ce soit démentiel en disant 14%, c'est quand même énorme sur la productivité. Et notamment, alors, si on pense à une échelle d'une startup, c'est pas grand chose, mais sur un groupe de 10 000, 100 000 personnes, je te laisse imaginer les gains de productivité que ça fait, notamment sur la marge finale. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont nuancé un peu. Les grands groupes qui s'intéressent à ces sujets-là, est-ce qu'ils incluent du coup du sport dans tout ça? Est-ce qu'ils
exclut aussi d'autres choses, je sais pas, de la nutrition, Ouais. des off-sites. Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment progressistes là-dessus? Ouais, alors nous on fait ça aussi. Alors c'est plutôt ce qu'on fait en cross-sell du coup. Donc le but c'est de vendre quand même notre programme sport et bien-être, donc comme je te disais sous forme d'abonnement et d'accès à tous nos partenaires. Et après on a une équipe d'account managers qui peuvent faire du cross-sell en vendant voilà tous des services additionnels, à savoir l'intervention d'un nutritionniste, d'un ostéo, de faire de la méditation, des choses comme ça. Et ça c'est ce qu'on fait et oui ça c'est quelque chose d'assez courant. Et en fait là, si on revient sur le funnel, en fait les entreprises en sont conscientes. En fait il y a cette qualité de vie au travail qui est quelque chose d'émergent, mais depuis 5-6 ans. Il y a pas mal de cabinets qui en parlent, l'acronyme c'est QVT, on va dire. Il y a pas mal de cabinets qui jouent sur la QVT et qui se développent pas mal, et à chaque fois c'est pour gagner un point ou deux sur de l'absentéisme, sur de la productivité ou tout simplement sur de la prévention santé. Donc il y a des répercussions assez fortes sur l'entreprise, et c'est là où on va pouvoir s'insérer un peu dans ce groupe de lobby, en jouant avec les entreprises de conseil, avec le MEDEF, avec les associations sportives, et ça peut être même sur les associations liées au JO 2024 ou des choses comme ça. Et en fait là on commence tout juste à prendre la main ou directement via notre cible, donc dans des groupes liés aux ressources humaines, des associations liées aux ressources humaines, et pour faire prendre de plus en plus conscience que la qualité de vie au travail, pas forcément liée au sport, donc à plus haut niveau, la qualité de vie au travail est vraiment bénéfique pour l'entreprise et pour ses KPIs. Donc ça, on va dire, c'est le premier levier du funnel. Donc le lobby et on va dire l'évangélisation du marché. Okay. Où on parlera pas forcément de Gymlib, mais on parlera, on est des fervents défenseurs de la qualité. Il y a du offline et il y a du online, faites du contenu. Et là, non, en vrai, c'est vraiment plus de la prise de parole, de rencontrer les bonnes personnes et être dans les groupes de discussion ou de décision à haute échelle. Donc ça, alors je parlais du MEDEF, mais ça peut être aussi avec l'État, ça peut être avec des grands groupes, avec des associations, des cercles, des choses comme ça, où on essaye vraiment d'être présent dans ces institutions. Après, c'est toujours dur de savoir où placer le curseur, où mettre ça au niveau d'une start-up, parce que qu'est-ce qu'on récupère, qu'est-ce qu'on récupère dans tout ça, c'est très dur à quantifier. Et puis quand on est start-up, on aime bien quantifier les choses, et ça c'est très dur à faire. Mais on le fait parce que au final, ça nous donne aussi une certaine légitimité à aborder ces sujets-là. D'accord. Donc ça c'est la première étape du funnel. Après il y a la partie notoriété. Donc là, il y a pas mal de choses faites. Je pense qu'on utilise pas mal de leviers, donc à savoir les RP. Donc on a réintégré, on a utilisé une agence dans un premier temps. Et puis au final, je suis assez pour internaliser ça, parce qu'au final des RP c'est toujours facile quand on fait une levée de fonds, mais là où c'est toujours dur de faire des RP, c'est qu'on n'a rien à dire. Au final une startup, ça doit être sympa, au quotidien on n'a pas un truc à annoncer tous les jours et dire notre produit il évolue pas tous les jours, notre marketing il évolue pas tous les jours, les partenaires on n'en a pas des nouveaux tous les jours. Donc là c'est dans ces périodes un peu creuses où c'est dur de communiquer, de prendre la parole à travers les médias. Donc là c'est pour ça que avoir quelqu'un en interne, ça permet d'avoir quelqu'un qui va faire un peu son journaliste interne et qui va aller faire la tournée des services pour dire qu'est-ce qui se passe de nouveau, j'ai vu que sur Slack t'avais mis ça, donc on a un nouveau partenaire, combien de partenaires on a comme ça, ou sur la partie technique, j'ai vu qu'on utilisait une nouvelle techno, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit blog post là-dessus, puis le diffuser auprès de médias spécialisés, ou au marketing pareil, je vois qu'on fait une nouvelle campagne qui est relativement innovante, donc est-ce qu'on peut pas parler là-dessus, il y a des médias spécialisés, ou tout simplement sur notre secteur d'activité, produire du contenu à destination des journalistes. Ok, c'est intéressant. Et donc du coup ça prend quelle forme quand cette personne-là a prélevé l'information, elle va la diluer comment? Ça peut être un blog post, ça peut être quoi d'autre? Enfin, il y a quelque chose qui est assez répétable là-dessus, ou est-ce que c'est vraiment tout le temps des petites bouteilles à la mer pour il y a un mix en fait, il y a pas forcément alors je suis pas le plus grand expert des RP, mais il y a un mix en fait, c'est vraiment comme son nom l'indique, il y a de la relation journaliste, et donc en fait il y a limite une relation amicale qui doit se créer avec
avec un journaliste et une personne dans l'entreprise. Donc généralement, les cofondateurs le font au début parce que c'est toujours bien. Mais moi, en tant qu'ex-entrepreneur, j'étais toujours très content de parler à des journalistes, mais ça prend du temps et le temps qu'on utilise pour ça, on l'utilise pas pour faire autre chose. Donc ouais, il y a pas mal de petites choses. Après, on voit on voit de tout, hein. C'est toujours où est-ce qu'on place le curseur là-dessus. C'est est-ce qu'on achète pareil même sur les nouveaux outils. Il y a pas longtemps, je regardais un outil qui s'appelle Cision, qui est une énorme plateforme qui fait tout en un, et au final c'est un CRM avec une base de journalistes. Et puis en fait, quand on découpe l'outil, on se dit ok, c'est top, c'est une espèce de Formule 1, mais est-ce que je sais vraiment conduire une Formule 1, puis est-ce que j'ai le temps d'apprendre à la conduire, et puis parce qu'au final j'ai besoin vraiment d'une Formule 1. Et alors que chez moi j'ai pas mal d'autres outils, j'ai plusieurs Chevrolet, je sais pas quoi. Et au final avec ces voitures là, je peux faire aussi bien que la Formule 1, ou peut-être pas aussi bien, mais avec les ressources que j'ai en interne, je peux le faire. Donc après il y a pas sur la forme que ça doit prendre, je pense qu'il n'y a pas de précise, c'est juste de parler à la bonne personne au bon moment et avec le bon canal, donc que ce soit par mail, par téléphone. Puis en fait le seul moyen de le savoir, c'est de connaître les personnes, dire celui il aime pas qu'on lui envoie des mails, faut l'appeler, ou au contraire lui il a pas du tout envie d'être dérangé. Puis après donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les médias ont moins de moyens. Donc du coup, il faut leur prémâcher le travail. Donc ce qu'ils adorent, c'est quand on leur envoie des infographies toutes faites, ou des sondages tout faits, ou des exclusivités. Alors les exclusivités, ouais, aussi. Donc c'est valable pour les levées ou les embargos. Ça les intéresse toujours. Mais plus on leur mâche le travail, alors je citerai pas de nom de médias, mais plus on leur mâche le travail, limite ils font un copier-coller et ça leur va très bien. Ou on fait une belle infographie, en fait ils la détruisent et puis ils la rebandent à leur goût, et puis ils citent la marque dans tout ça. Mais oui, en fait, faut vraiment travailler main dans la main avec le journaliste, et puis leur donner le bon contenu au bon moment, et je pense que c'est juste ça. Et ça peut être un simple mail avec en plain text en disant voilà la petite news, je te la donne, t'en fais ce que tu veux, ou ça peut être un dossier de presse ultra poussé. Ok. Donc là on a fini la deuxième étape. Donc ouais, donc après il y a toute la partie RP, on va dire. Alors il y a sur la notoriété, après il y a toutes les campagnes, on peut parler des campagnes de pub, donc ce soit donc avec en display, surtout du display, mais aussi alors chez Gymlib on ne l'a pas encore fait, mais il y a tout le offline aussi, et notamment télé, radio, print, affichage. Donc moi j'en ai déjà fait des campagnes, notamment chez Yomoni, de print et d'affichage. Et là c'est plus pour soutenir le B2C ou le B2B? Alors là pour le coup c'était chez Yomoni c'était que du B2C à l'époque, et nous on va être plus dans des problématiques B2B, mais en fait il peut y avoir une stratégie bottoms up, c'est-à-dire que on va sensibiliser les salariés sur le fait que le sport en entreprise c'est bien, et voilà, et en fait les salariés vont aller voir leur DRH, leur dirigeant, je fais moi j'ai vu Gymlib, quand est-ce qu'on le met? Donc là c'est bien, c'est une bonne stratégie, et surtout une stratégie un peu plus mass market. Par contre le désavantage c'est que tu as des cycles de vente plus longs. Donc un cycle de vente qui peut prendre, je sais pas, 1 mois dans une startup va peut-être en prendre 2, et dans un grand groupe ça peut prendre 6 mois, et si c'est un cycle de vente via une stratégie bottoms up, on peut arriver sur du 8 mois, 1 an. Donc en fait il y a pas faut voir l'avenir, et nous on a la chance vu qu'on a levé un peu de fonds, on a la chance de voir l'avenir, donc on va pouvoir faire les deux. Et ces solutions de notoriété, on va dire mass market, à savoir télé, radio, je pense qu'on va les envisager dans peu de temps, à savoir que aujourd'hui la télé et la radio, ça s'approche de plus en plus de la programmatique, et on peut suivre de près les KPIs, et notamment via des analytics assez pointus, et qu'on peut réexploiter avec des leviers web, à savoir refaire du retargeting sur une population qui est venue d'un spot TV. Donc ça c'est quelque chose d'assez séduisant pour un marketeur qui a envie c'est toujours bien de voir sa marque à la télé, puis derrière d'avoir des retours sur investissement que tu peux mesurer à l'encontre du print ou de l'affichage, où c'est quand même beaucoup plus flou, ouais, très dur à C'est intéressant que vous soyez déjà là-dedans. Il y a la rumeur dit que c'est extrêmement cher de la télé. C'est vrai, c'est pas vrai. Comment t'abordes le truc en fait? J'ai jamais eu d'expérience dans ces formes de. Alors en fait tout est relatif en fonction de la boîte. Genre si t'as une boîte qui fait des millions voire des milliards de chiffre d'affaires, on va dire qu'est-ce qui est cher. Et puis après pour une start-up, qu'est-ce que tu fais du chiffre d'affaires, quelles sont tes marges, des choses comme ça. Donc c'est toujours dur à dire si c'est cher ou pas. Après c'est en fonction de ta trésorerie. Donc en fait c'est ça. Après c'est cher, pas cher. Moi j'ai
plus envie de dire que c'est abordable. Si je dois donner un niveau de grandeur, je pense que à partir de 150 000, 200 000 euros, on peut aller à la télé. Après, il faut faire gaffe. Je pense que s'il y a un petit conseil, c'est que il y a toujours des belles régies qui arrivent et qui disent j'ai une opportunité géniale, vous avez 15 spots sur BFM, normalement on fait payer ça, puis au final on vous fait payer ça, alors on se dit pour 5 000 euros ça c'est quoi, c'est des mauvais placements? Et ça c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire parce qu'en fait ce qu'on voit généralement en marketing, ce qui est important c'est le message, et après c'est la récurrence du message. Et en fait, si une personne voit une fois le message, surtout sur un spot, ça dépend si c'est du sponsoring ou c'est un spot télé, même un spot de télé de 10-12 secondes, si je le vois une fois, à part si le message est incroyable et que c'est le plus beau spot que j'ai jamais vu, donc il y a peu de chance, à part de se payer les plus beaux créas, les plus forts créas de la Terre. Mais ouais, normalement, le bon chiffre, c'est d'avoir un nombre de répétitions entre 4 et 6 fois, pour que la personne intègre le produit, la marque, et qu'il aille in fine sur le site et qu'il potentiellement devienne un lead ou un client. Okay. Donc en fait, faut se dire, en fait, à partir du moment où on a à peu près une enveloppe de 150 000, 200 000 euros, on peut avoir quelque chose de cohérent. Et après, je pense qu'il faut pas trop, alors quand on a jamais, moi en l'occurrence, j'ai jamais vraiment fait de télé, mais je pense qu'il faut passer directement par des professionnels, à savoir des agences médias, et puis surtout ne pas hésiter à les mettre en concurrence et dire en fait, ok, il y en a qui sont vraiment pas du tout héroïstes, et c'est vraiment des communicants qui vont dire ouais, faut faire un spot de télé, et puis je vais vous mettre ça là parce que ça ressemble un peu après au cible, ou d'autres qui sont vraiment pointus sur la data et qui viennent en disant nous on a travaillé avec des pure players, voilà ce qu'on a fait, voilà le coût par clic, voilà le coût par visite, et puis derrière ils ont pas le retour sur investissement parce qu'ils connaissent pas les marges de l'entreprise, mais ils sont beaucoup plus data centric, et c'est en tant qu'annonceur c'est beaucoup plus réconfortant d'avoir quelqu'un comme ça en face, plutôt quelqu'un qui va dire on va faire une campagne de télé géniale, ça va arroser tout le monde, et on va s'amuser. Ok. En plus c'est cool, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de startups qui se penchent sur ces problématiques-là d'analytics pour TV, radio, et je pense que ça va pas mal changer la donne à terme. Surtout que la télé en fait est en train de grandir, je crois, contrairement à ce que tout le monde dit, le fait que c'est la mort de la télé, ce qui apparemment est faux. Donc c'est très bien. Et donc du coup, ça c'est toujours sur votre notoriété. Ouais. Donc alors notoriété, nous. Quand tu dis notoriété, c'est-à-dire que t'arrives pas à mesurer le ROI direct. On le mesure. Pas forcément, t'attends pas une réponse directe de ces pubs-là. Alors sur de la télé, si au final, oui et non. En fait, on a toujours envie de se dire la notoriété c'est dur à mesurer. Donc après il y a des petits KPIs qui sont pas forcément les plus précis. Donc à savoir, il suffit de regarder sur Google Trends, sur Google Analytics, voir ce qui arrive en trafic direct ou trafic organique qui sont forcément boostés. Et puis après, si on fait des campagnes, notamment, je pense à la télé, avec les outils d'analytics, ils arrivent à dissocier le trafic qui vient de la télé, même l'indirect. Donc le direct, c'est du trafic qui va venir dans les 2-3 minutes après un spot. Et l'indirect, c'est le trafic qui va venir, 2 jours après. Okay. Donc je connais pas exactement leur algorithme, mais ils arrivent à le dissocier. Et après, en fait la notoriété, nous on va la voir avec quelques outils. On utilise notamment Mention pour voir un peu les réputations. On va utiliser Kantar notamment pour les RP, ou Google Analytics à moindre niveau, et ou Google Trends, des choses comme ça. Mais on va pas faire d'études qu'on va payer 20 000 euros pour savoir auprès de 10 000 personnes combien nous connaissent. Donc, et en plus ce serait prématuré pour nous. Ouais. Mais en fait la notoriété c'est assez important, c'est quelque chose qui est très demandé, à savoir que nous aujourd'hui on est une boîte B2B et qui va être un support pour les sales, et donc les sales, ce qu'ils ont envie de voir, c'est quand ils arrivent quand ils décrochent leur téléphone, ou quand pour appeler quelqu'un, ou quand ils vont en rendez-vous, les gens les sales ont envie de voir oui Gymlib, bien entendu, on vous voit partout, c'est bien entendu, c'est comme on vous reçoit, un peu comme pas à la même échelle, mais comme si on recevait Salesforce qui nous démarche, on va dire c'est Salesforce, on va quand même les voir. Il y a HubSpot ou d'autres, on est obligé de voir Salesforce parce qu'ils ont une certaine notoriété, et ainsi de suite. Donc à notre petit niveau, en fait la notoriété aide à la conversion et à la vente pour les sales. Donc eux ils sont très demandeurs, et puis nous ça nous aide aussi pour l'étape d'après, c'est-à-dire l'acquisition, ce qui fait une très bonne transition.
Vas-y, tu peux attaquer direct. Je l'avais préparé. C'est ma question. Ça se passe comment l'acquisition ensuite? Et donc l'acquisition, donc toujours, je exclue toujours le B2C, donc plus sur le B2B. Donc encore une fois, hein, le marketing c'est vraiment le support des sales, et même si on doit travailler main dans la main, on est quand même l'amont. Donc on parle beaucoup d'inbound marketing. Donc c'est une des stratégies qu'on utilise, et après on va avoir tout ce qui est paid et organique, même si l'organique peut être inclus dans l'inbound. En paid, on fait beaucoup de choses. On a des budgets assez conséquents. Et on va tester beaucoup de choses. Je pense qu'on a testé à peu près tous les leviers payants, donc à savoir Facebook, Twitter, LinkedIn. Qu'est-ce qu'on a testé aussi? Tout ce qui est solutions comme Manageo, Black Sales, tout ce qui est cold emailing in-house, donc qu'on a câblé avec LinkedIn, Prospect.io, HubSpot ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en oublie sûrement, mais l'idée c'est vraiment de tester. On va faire des campagnes aussi de native ad ou de public reportage avec des médias. On va prendre eux vont publier du contenu sur nous avec des call to action dans le contenu, et nous on va prendre la main sur leur Facebook, sur leur business manager, avec un compte advertiser, et en fait on va sponsoriser auprès de notre cible leur publication. Donc ce sera du public rédac, mais c'est toujours bien d'avoir un média de renom qui va parler de nous, qui va dire en fait Gymlib c'est super chaude, quoi. Voilà. Et en fait c'est quelqu'un d'autre qui prend la parole pour nous, même si c'est nous qui gérons ça, et qui renvoie vers nos landings, et puis le but c'est toujours de faire du lead. Donc il y a cette première partie sur de l'acquisition, et après il y a la partie inbound. Donc sur de l'acquisition on va être vraiment sur de l'offre directe, donc on fait ci, ça vous intéresse, remplissez ce formulaire. Et après sur l'inbound on va avoir une grosse stratégie de contenu, donc à savoir dans l'équipe marketing on a une équipe contenu assez bien faite, donc à savoir avec une content manager et une content manager junior qui ont pour but de créer du contenu à destination de notre cible. Donc à savoir nous c'est tout ce qui est dirigeant, CEO et toutes les fonctions RH, à savoir des RH et un lead très important pour nous, mais après toutes les fonctions RH, donc que ce soit benefits, QVT, que ce soit talent acquisition, des choses comme ça. Et donc au final on va produire du contenu à destination de ces cibles là, et donc pour ensuite les inscrire dans une logique inbound qu'on va gérer avec HubSpot. Et donc avec HubSpot on va avoir différents stades de vie du lead, à savoir qu'au début ça va être un lead simple, après pour passer à un MQL, donc Marketing Qualified Leads, après SQL, Sales Qualified Leads, et qu'on va monitorer tout ça avec HubSpot, donc avec une stratégie de lead nurturing et d'automation derrière. Ok, donc comment ta team aujourd'hui sur tous ces sujets-là? Tu me disais tout à l'heure, je crois vous êtes 7. Alors on est 8 avec moi. 8. Okay. Et alors en fait nous on est structuré de la façon suivante, on va avoir une partie growth, donc il y a 2 personnes, et donc leur but c'est d'attirer des leads, et puis toujours au meilleur coût et la meilleure qualité. Okay. Puis trouver potentiellement de faire un petit peu de trouver des façons, j'aime pas dire ce mot-là, mais un peu tout ce qui est growth hacking, de trouver des façons malines pour l'avoir. Donc maintenant avec l'arrivée de la RGPD c'est de plus en plus compliqué, et puis si on veut faire les choses dans les règles, on fait pas forcément de growth hacking finalement. Après donc il y a la partie growth, il y a la partie contenu, donc pareil aujourd'hui on va avoir 2 personnes et qui travaillent main dans la main, parce que le contenu va produire des supports que la partie growth va diffuser, et puis après va câbler pour qu'ils arrivent dans les process de nurturing et d'automation. Okay. Et on va avoir plus sur la notoriété, donc je disais une PR manager, et on va avoir aussi une équipe de créa, donc designer et graphiste. Ok. Comment donc toi t'es arrivé il y a 7 mois. Tu me disais aussi quand t'es arrivé vous étiez 3 ou 4. Alors il y avait 2 personnes, ouais. Il y avait la personne qui s'occupait de la partie growth et content communication manager. Ok. Comment t'as souhaité que cette équipe se développe du coup? Au niveau des recrutements, quel genre de profil tu t'es mis à chercher? Du coup tu me parlais donc de gros hackers, donc j'imagine des profils à la fois marketeurs et avec forte sensibilité tech. Je les connais pas, mais peut-être qu'ils sont même des tech à la base. Est-ce que tu as voulu conserver ce genre de profil pour après, ou bien est-ce que tu t'es dit au contraire il me faut d'autres gens? Comment t'as vu les choses?
Alors moi, de toute façon, c'est ce qui va dans les tendances actuelles. Hein, c'est vraiment l'inbound, et donc du coup, c'est un lien entre le contenu et la partie growth. Donc du coup, pour moi, les deux doivent travailler main dans la main. Donc le sujet, c'est toujours qu'est-ce qu'on internalise, qu'est-ce qu'on sous-traite. Donc là, en vrai, on fait les deux. Sur la partie contenu, il y avait déjà une personne à la base, et aujourd'hui, elle est accompagnée d'une autre personne qui l'assiste au quotidien pour avoir une forte capacité de production de contenu. Donc ce qu'on fait, on va faire beaucoup de support aussi, on va faire des études, des livres blancs, des sondages, des vidéos, des webinars, on va faire des infographies, donc un rythme assez poussé, et puis c'est cool parce qu'elles s'en sortent bien, et le contenu est assez différenciant de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde des RH. Donc ça, c'est apprécié par notre cible. Après, il y a toujours l'idée, le contenu, c'est bien de le créer et puis d'avoir quelque chose de quali, mais c'est toujours à qui on le pousse, comment, puis en fait qu'est-ce que deviennent les personnes qui arrivent de ce contenu. Donc ça, moi, dans un premier temps, je vais plus le gérer d'un point de vue opérationnel, mais avec la partie growth, donc eux qui vont avoir pour principal but d'attirer des leads à prix correct et plus ou assez qualifié. Et puis après il y a la partie créa, et en fait qui est un support pour tout, hein, que ce soit pour les landings et pour améliorer les landings au quotidien, pour la qualité du contenu et la forme du contenu, et au final moi l'objectif c'était comment recruter tout ça, c'est dire en fait nous on a des objectifs, on a un business plan, on a des investisseurs, on a ça, puis voilà de quoi j'ai besoin pour arriver à ces objectifs là, en sachant que je suis plus partisan du fait de dire on va y aller progressivement, plutôt que de dire il me faut 5 personnes en SEO, 10 personnes en paid, 10 personnes en contenu. Et aujourd'hui, en fait, on connaît pas. Alors, l'offre est relativement jeune, elle a 7 mois. On n'a pas encore un an d'activité pour se dire, voilà ce qui a marché, ce qui a pas marché. On en voit déjà un peu les prémices, mais on voit que le contenu fonctionne. Après avoir quel type de contenu fonctionne, sur quel levier il est diffusé, et puis au final, quel est le CPA pour un client, et puis derrière le MRR qui est généré par ce client. Donc aujourd'hui c'est encore assez jeune, et c'est pour ça qu'en fait l'équipe marketing va pas énormément grossir, ou va pas forcément grossir dans les prochains mois. Il y a juste un poste qui va être créé, ça va être un spécialiste qualité de vie au travail, et qui va être un poste assez transverse, qui va aider aussi bien les sales que le marketing que la partie activation. Donc une équipe qui va faire de l'account management auprès des entreprises, et qui va nous aider sur le côté légitimité, sur les sujets de qualité de vie au travail, parce que nous on n'a pas vraiment de RH ou de spécialistes d'entreprise sur ces sujets-là. Ok. J'ai l'impression que du coup ces profils-là, ils bossent énormément ensemble. Ça a l'air d'être très collaboratif comme ambiance, très très basée sur faire appel, demander de l'aide à un autre qui a les skills qu'on n'a pas, et pour mener à bien une campagne très vite et dans la bonne direction. J'ai l'impression que c'est très comme ça, plutôt qu'un modèle où chacun prend un levier et personne se parle, et qui est un autre modèle. Mais j'ai l'impression que vous bossez un peu plus comme ça. Du coup, comment vous bossez au quotidien, et même la dimension de un jour, une semaine, un mois, comment vous avez des routines? Alors, je suis pas un gros fan de la routine en général. Après, on est forcément obligé d'en avoir un peu dans l'entreprise, mais je pense que si les gens travaillent en start-up, justement, c'est pour avoir que chaque jour soit différent, et qu'il n'y ait pas de routine préinstallée. Donc on va dire les seuls qu'on ait, c'est le lundi, on fait un kick-off qui dure 30 minutes, où chacun prend 5 minutes pour dire ce qu'il a fait la semaine passée et ce qu'il va faire la semaine suivante. Et puis en fait si les gens ont des questions plus précises, et après ils vont se voir en one-to-one et se dire j'ai vu que tu parlais d'un lancement d'un livre blanc, est-ce que tu as prévu la diffusion, quels sont les KPIs qui sont associés, et ainsi de suite. Donc ça c'est un petit peu le point. Après je pense que comme 99% des startups, on utilise Slack, et puis on essaye de bien l'utiliser, et d'utiliser à savoir dans le plus possible des channels publics, pour que l'info soit accessible à tous. Et puis si quelqu'un fait quelque chose, une action, les gens pourront lui poser des questions directement sur Slack. Et après on va utiliser encore une fois des outils qui on réinvente pas la roue, du type Trello pour gérer et suivre les projets. Puis si quelqu'un a une question sur un projet, on lui sort juste la carte, on lui dit ok, tu parles de la vidéo de motion design, et puis tu as envie de savoir quand est-ce qu'elle sort, ou tu veux voir quand est-ce que la campagne de LinkedIn Ads va être lancée, et les KPIs qui sont associés.
c'est de leur envoyer la carte, et puis en fait la carte, et puis en fait le mec regarde la carte, et puis en fait il a tout l'échange, et puis s'il veut prendre la parole ou s'il a un commentaire dessus, il le fait directement sur Trello. Donc je pense que c'est pas, on réinvente rien, et je pense que ça marche assez bien comme ça, et que tout le monde sait ce que tout le monde fait, en tout cas au sein du marketing. Et après on va utiliser des outils du type Confluence comme Wiki Entreprise pour pouvoir comme base de connaissances, et puis pour savoir si telle ou telle campagne a fonctionné, quelles sont les ressources du marketing. Et après on utilise HubSpot aussi, donc qui est un bon outil pour dialoguer avec les commerciaux, puis leur mettre entre les mains tous les supports et les outils du marketing. Ok. Vous avez peut-être des rendez-vous spéciaux entre la team comment se parle la team marketing et sales spécifiquement? C'est une bonne question, et en fait c'est quelque chose qui arrive forcément dans une boîte avec une activité B2B. Il y a pas mal de choses à savoir que on a une autre routine. tous les vendredis matins, on a une formation qui dure 1 heure, donc c'est assez tôt le matin, donc un petit déj. Donc les gens viennent pour le petit déj dans un premier temps, et après ils sont pris dans l'information. Et en fait c'est toujours lié donc à notre activité, donc à savoir la qualité de vie au travail, le sport en entreprise, la marque employeur, les choses comme ça. Et en fait t'as les équipes marketing et sales qui sont dans cette formation. Donc on communique assez souvent, puis au final c'est nous qui envoyons les leads au marketing, au sales pardon. Et après nous on a défini des SLA, donc à moi avec le directeur commercial, donc sur qu'est-ce que nous on s'engage à faire pour les sales, et qu'est-ce que les sales s'engagent à faire pour nous, parce que au final il y a toujours nous on va leur envoyer des leads, mais bon eux faut qu'ils les traitent bien, puis qu'il y a un engagement sur comment ils vont les traiter, quel délai, puis de quelle façon. Et puis même sur les outils d'analytics, c'est que nous on va utiliser HubSpot comme CRM, qui peut être un outil très puissant s'il est bien utilisé, et qui peut être une usine à gaz s'il est mal utilisé. Donc au début on était parti un petit peu en usine à gaz parce qu'il fallait bien prendre en main l'outil. Et puis au fur et à mesure c'est important de former aussi bien les équipes marketing que sales, et puis en fait les points d'entrée, le but c'est pas de reprendre tout le monde pour faire des réunions au final à 20-30. C'est plus de moi je vais m'accorder avec le directeur commercial, et puis en fait quand il y a des informations véhiculées, on va les véhiculer. Après on n'est pas non plus, on parle que entre directeurs. Si chacun on est dans une petite boîte, on n'est pas très loin, chacun peut se parler, et voilà. Mais pour l'instant c'est assez bien câblé, et il y a toujours alors après il y a toujours les logiques d'automatisation, de call emailing, des choses comme ça. Il y a toujours des petites fuites et des petits fails, mais si on veut augmenter dans les volumes, on est toujours obligé il y a toujours des petites accroches à un moment, mais tant mieux, parce qu'après ça nous permet de les corriger et d'avoir quelque chose de solide. Moi, je trouve qu'il y a un danger énorme en startup qui, je pense qu'il peut, vous êtes 60, mais je pense qu'il peut intervenir même très vite dans une structure où on serait 10 ou 15. C'est celui d'être recruté dans une startup, faire son job, penser qu'on sait très bien le faire, et se rendre compte peut-être 6 mois ou même vers 1 an plus tard que finalement c'est pas vraiment, pas forcément ce que font les autres, c'est pas vraiment le sujet, mais à quoi ressemble vraiment la vie des autres gens dans la boîte. Et est-ce que vous prévoyez des choses de ce côté-là lors de l'onboarding, pour vous assurer que quelqu'un qui va être recruté en tant que créa au marketing ou en tant que gros hacker va comprendre ce qui se passe dans un tunnel de closing, va comprendre ce qui se passe dans l'opérationnel, va comprendre toutes ces choses un peu plus profondes et en même temps essentielles de la boîte. Vous prévoyez des choses, et si oui, je sais que il faut perpétuellement l'améliorer, ce process-là, et justement quel genre de choses t'as repéré? Alors moi, ce que j'essaye de faire, je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Je pense que c'est un sujet lié je pense à la direction, aux ressources humaines, et puis au final au management. Donc c'est un sujet très vaste. Même la personnalité des gens qui rentrent dans la boîte, parce que s'ils sont pas assez curieux, a priori ils vont pas finir par comprendre d'eux-mêmes les choses, quoi. Quand on recrute, je pense que on va plus recruter une personnalité que des compétences. À savoir que la personnalité, tu peux pas la changer, les compétences, tu peux les améliorer. Donc c'est un peu notre vision du recrutement, et au final on essaye de pas être les cordonniers les plus mal chaussés. On
on est une startup qui est pas très grosse, à savoir une 60aine de personnes. On a déjà une responsable des ressources humaines dans l'entreprise et qui travaille beaucoup sur l'expérience collaborateur. Donc quelque chose qu'on essaye de mettre en place même dans les autres entreprises, de parler d'expérience collaborateur, notamment via le sport, la cohésion, les choses comme ça. Et donc en fait on essaie de faire la même chose chez Gymlib, et en fait il y a beaucoup de choses pour que les collaborateurs se parlent et puis comprennent l'activité des uns et des autres. Savoir que nous au marketing, le but c'est que notamment là je te parlais d'un kick-off en chaque début de semaine, qu'on diffuse auprès de toute la boîte et que chacun sache qui fait quoi dans l'équipe marketing. Ce qui est pas forcément le cas dans d'autres entreprises où on peut se dire en fait le marketing c'est toujours un truc, une espèce de boîte noire ou des espèces de scientifiques ou de créatifs un peu fous. En tout cas je sais pas, ils attirent du trafic, ça augmente, ça diminue, ils font des petits visuels sympas. C'est un truc que tu voyais dans tes précédentes expériences, tout le monde t'en parle aussi. Moi j'ai ce même retour. Ouais, j'ai le sentiment que genre les marketeurs sont finalement assez isolés dans les structures, trop souvent. C'est dommage. Je pense que alors ça peut l'être s'il y a une mauvaise communication interne, mais alors nous on essaye de dire qui fait quoi, comment et comment il peut faire mieux. Et encore une fois, genre avec des outils comme Slack, c'est quand même assez simple. Et puis en fait on met un nom sur des fonctions et puis les gens comprennent, enfin j'ose croire qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et après donc voilà, on parlait de process d'onboarding et donc dans l'expérience collaborateur. Notamment dans la phase d'onboarding, ils vont être amenés, des nouveaux entrants vont être amenés à rencontrer les managers des différents services, pour expliquer quel est le rôle du service, quels sont les rôles des personnes du service, et puis quels sont les objectifs. En fait, très clairement, nous, ça va être de générer des leads, de les qualifier, et puis potentiellement d'aider à la conversion avec des supports qu'on va soit automatiser, soit confier aux commerciaux. Puis après donc toute la partie rétention, et après d'expliquer qui fait quoi, donc à savoir la partie contenu, la partie acquisition, la partie créa ou notoriété. Et ça c'est quelque chose je pense qui est assez compris chez Gymlib aujourd'hui. Ok. Vous utilisez des outils au quotidien, vous êtes plutôt de genre en avoir 100 en même temps, ouais. Ou un ou deux, très minimaliste dans cette approche. Alors je sais qu'il y a différents j'étais plus dans le 100 au début. Points de vue, quoi. J'étais plus dans le 100 parce que je suis toujours un peu comme une équipe marketing, hein, c'est toujours le sujet, c'est soit on a un généraliste qui fait tout, soit on a plein de spécialistes qui font les choses très bien. Ce qui est valable pour les outils, donc pour l'emailing, pour la landing, pour l'automation, pour je sais pas quoi. Et au final, j'étais un peu sur cette vision parce que c'est comme ça que je fonctionnais au début. Et au final, les choses ont fait que on a choisi donc HubSpot, qui intègre beaucoup d'outils, quasiment tous du marketing. Ouais. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Donc je vais pas me faire l'évangéliste d'HubSpot parce qu'il n'y a pas que des avantages. Donc l'avantage c'est que d'un point de vue commercial, ça permet de regrouper toute l'information sur un même outil, et d'un point de vue contact, je sais ce qu'a fait le contact, j'ai toutes les métriques, je sais ce qu'il a consulté, je sais où il est allé, les phases de sa transaction. Et ça me permet d'un point de vue data de tout avoir sur le même outil. Donc si je veux savoir, c'est quoi ton retour négatif sur HubSpot? Par exemple, moi j'ai l'impression, si tu me poses la question, ce serait l'attribution. Alors en fait c'est une vraie galère par rapport à GA ou même d'autres en fait. Enfin j'ai l'impression que d'un point de vue Google Analytics c'est pas les meilleurs non plus sur l'attribution. Non mais tu peux faire des trucs custom assez facilement, alors que HubSpot Alors le désavantage c'est que je le vois un peu comme un couteau suisse en fait. Ça fait tout mais mal. Donc en fait faire une landing sur HubSpot ou sur Unbounce ou Instapage, c'est le jour et la nuit. C'est moi je me suis dit c'est super simple, ils font exactement comme Unbounce, on peut travailler au pixel ou un système de drag and drop. Puis au final non, il y a pas ça. C'est des divs bien définis, et puis si on rentre dans leur HTML ou dans le code, tout simplement ça pète tout. Là tu parles de l'éditeur de LP. Ouais. Okay, ouais. Qui est un enfer. Pareil pour l'emailing, c'est faut même pas utiliser leur template parce que c'est un enfer à changer. Enfin tout est relativement mal fait, on va dire. Mais centralisé. Donc après il y a deux solutions, c'est soit on fait des trucs un peu moches, donc moi j'aime bien les belles choses. Ouais. Mais au final les choses moches convertissent mieux parfois que les choses belles. Hein. Donc c'est un peu décevant quand on est marketeur, on se fait j'ai fait la plus belle landing, puis au final on a fait un truc horrible qui convertit mieux à côté. Qui l'on utilise, là j'ai un peu d'amour du design, mais l'autre est moche mais converti. Toujours ça, mais qui entre les deux, quoi. Voilà. Mais après
Après, quand on manie bien l'outil, c'est toujours possible de développer sa propre landing. Donc après, il faut la faire en limite from scratch avec ton propre code et tes propres feuilles de style. Puis après, t'as pareil pour tout, pour l'emailing, choses comme ça. Et en fait, moi, pour donner un simple exemple, moi j'ai toujours utilisé Mailchimp pour l'emailing parce que je trouve que c'est un outil vraiment top pour les marketeurs. Moi, j'ai toujours, c'est la référence, c'est une des références pour moi, et même sur leur communication, sur leur FAQ, sur leur base de connaissances, je pense qu'ils sont vraiment top. Et du coup, moi, on passe toujours aujourd'hui par Mailchimp, sauf que les deux outils connus super mal. Donc moi, je peux pas savoir si un prospect a ouvert une newsletter Mailchimp et puis a cliqué sur un CTA puis est allé in fine sur un livre blanc. Alors ça, je le saurais parce qu'ils sont hébergés sur HubSpot, mais toute la donnée à la base, je la retrouverai pas au niveau du contact sur HubSpot. Et en fait, t'as pas de scripts qui peuvent être mis sur Mailchimp. Tout simplement parce que HubSpot veut qu'on passe par eux pour envoyer des newsletters. Sauf que l'outil est à je sais pas, on va pas dire des milliers de kilomètres, mais pas quelques centaines de kilomètres. Rien prévu de ce côté-là pour. Et non, Zapier, j'ai tordu le truc dans tous les sens entre le relier avec Zapier, mais au final, t'as pas la même granularité de l'info, et puis en fait, l'info est pas retrouvée exactement sur HubSpot. Okay. Donc en final, pour des raisons de praticité, vous restez sur HubSpot parce et donc, que voilà, j'étais parti de 100. à naviguer quand même. Et en fait, j'étais parti de 100 outils, et puis aujourd'hui, je fais un peu machine arrière, dire on va essayer de revenir et d'internaliser le plus de choses sur HubSpot, parce que derrière, c'est là où tu peux avoir sur la création de rapports, sur la suivi de tes campagnes, sur tes campagnes d'inbound, et puis in fine sur le CRM. C'est là où tu vas avoir le plus d'infos. Puis demain, si tu vas avoir vraiment un nurturing et une automation vraiment très fine et vraiment très poussée, et en fait t'es obligé de tout internaliser sur le même outil. Donc ça fait un peu mal, mais je pense qu'une fois que tout sera bien câblé, je touche du bois, je pense que quand tout sera bien câblé, ça sera vraiment une belle machine, et qui sera aussi bien pour le marketing que pour les sales. Et encore une fois, nous on va se faire encore le support des sales, donc si c'est mieux pour les sales et que les conversions et les ventes se développent, on sera un peu souffrance en passant par ces outils. Et donc tu penses que c'était une erreur finalement de départ, enfin plutôt dans l'aventure de Gymlib ou sur des entreprises plus petites, d'avoir plus d'outils. Enfin, si tu devais revenir en arrière, est-ce que dès le départ tu prendrais HubSpot et tu ferais que ça, ou est-ce que c'était juste tout ça correspondait à des besoins du moment, quoi? Je pense pas. En fait, ça dépend vraiment. Alors moi, j'ai pas eu le choix. En fait, je suis arrivé, il y avait déjà HubSpot, et puis en fait, j'allais pas revenir avec mes grands sabots et dire non, il faut dégager HubSpot, il faut utiliser Salesforce. Je travaillais avec Salesforce avant, qui a un autre souci, c'est que c'est extrêmement complexe, et on peut tout faire, mais avec une complexité qui est bien plus élevée. Puis en fait, dès que tu veux développer quelque chose ou le relier à un outil, donc bien sûr tu peux toujours passer par Zapier, mais la complexité est vraiment autre et demandera toujours du développement. Puis si t'as pas quelqu'un qui connaît Salesforce très bien dans ton entreprise, tu passes par des SS2I, puis ça te coûte une fortune. Donc en fait, il y a pas forcément des bonnes stacks sur la partie CRM, outils marketing, et puis comment communiquer avec les sales. Je pense que c'est avec l'expérience de chacun. Nous, à savoir qu'on avait un directeur des opérations qui vient de PrestaShop, qui utilisait HubSpot avant, et puis qui était à l'aise avec cet outil, et en fait se dire en fait qui est à l'aise avec quoi, et puis en fait si plus de personnes sont à l'aise avec tel ou tel CRM ou tel outil, en fait tu rentres dans le moule, et puis au final c'est pas si compliqué de rentrer dans tout ça. Et après sur les outils, je pense que ils font tous sensiblement la même chose. Après, c'est toujours se dire quel temps je passe pour faire une LP ou pour faire une newsletter ou des choses comme ça. Une fois que tu as fait tes templates et qu'ils fonctionnent, tu les optimises un petit peu régulièrement, mais une fois que tu as fait ton template, ça part, et puis voilà. Okay. Bon, ok. Finalement, ce qui est un truc qui est bien dans ton profil, c'est que tu as vécu des expériences extrêmement différentes en très peu d'années finalement. Donc du coup, tu sais aujourd'hui ce que ça veut dire d'avoir bossé en startup. En vrai, t'as vécu tellement des trucs très différents et tellement cool que je pense que t'es en droit, je pense, de pouvoir donner un conseil à quelqu'un qui voudrait bosser en startup, qui fait The Family Lion ou qui fait un autre truc ou rien, tu vois. Quelqu'un qui a envie de bosser en startup, qui veut bosser en marketing. Tu lui conseillerais quoi pour qu'il perde pas de temps, qu'il se disperse pas, qu'il croit pas trop aux mythes qui peuvent exister. Quel genre de skill il doit apprendre, tu vois, genre comment tu t'y prendrais si aujourd'hui là t'avais je sais pas 22 ans et t'as envie de te lancer là-dedans? Tu commencerais par quoi?
Très bonne question. Je commencerai par un petit voyage initiatique en Inde. Non, j'ai pas de réponse toute faite à ça. Je pense que ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire exactement en marketing, parce qu'il y a aujourd'hui le marketing, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la partie data que tout le monde est en train d'idéaliser et qui est peut-être ils ont raison parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important en startup. Et après il y a la partie créa et je pense que c'est déjà savoir où est-ce qu'on se place à ce niveau-là. D'autres vont pas du tout vont pas avoir un esprit créatif, d'autres vont pas avoir un esprit analytique. Et en fait, c'est de se dire, à ce moment-là, qu'est-ce que j'aime, en tout cas pour aller dans le marketing, hein, je parle pas forcément pour les autres services. Et puis, si je préfère la créa, je vais plus m'orienter vers le contenu. Et puis, tant mieux, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois, on voit avec les RGPD que, maintenant, l'inbound, c'est l'avenir du marketing. Et puis, faut arrêter de faire des campagnes en disant, au final, je demande même pas aux gens si je peux leur envoyer une newsletter derrière. Mais par contre, si les gens ont le sentiment de venir de leur plein gré et qu'ils ont du contenu intéressant, là en fait on arrive sur du marketing un peu plus correct, d'un point de vue légal on va dire. Et puis après au contraire, si la personne aime les chiffres et les choses comme ça, qui se dirige un peu plus vers tout ce qui est data science, acquisition et analytics. Et puis après je pense qu'il n'y a pas forcément de chemin tout tracé. On voit qu'aujourd'hui les écoles se mettent de plus en plus à faire des formations dédiées. Après c'est comme tout, je pense que c'est la pratique qui fait la personne. Et puis moi le conseil c'est que moi j'ai commencé comme ça, hein, c'était le web, j'y suis allé un peu par hasard parce que étudiant, je me suis dit c'est quelque chose qui se développe, tiens je vais essayer de créer un blog, tiens ce blog je vais essayer de le monétiser. Ça a marché, ça a pas marché. En tout cas, c'est vraiment de la curiosité et je pense qu'il faut avoir un goût pour les choses nouvelles qui bougent rapidement et qui sont dans l'itération et dans l'innovation. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et puis après le conseil sur où aller, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Et après il y a beaucoup de contenu sur internet, donc on peut se former aussi bien sur le code que sur le marketing que sur autre chose. On n'est pas obligé de faire une formation dédiée. Il y a plein de marketeurs qui sont de très bons marketeurs et qui n'ont pas fait de grosses écoles de commerce. Et parce qu'il y a le contenu en ligne aujourd'hui est infini, et je pense que c'est le meilleur moyen de se former dans un premier temps pour ensuite se faire une idée de d'où on veut aller, ou que ce soit même dans le type de start-up sur le par poste. rapport au contenu, justement, pendant pas mal d'années, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont répété que par exemple le design c'est un truc qui servait à rien, tu vois, dans l'évolution d'une start-up, même si on n'avait pas besoin, comme si le designer limite servait à rien. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Parce que depuis le début du podcast, là t'as dit plusieurs choses. T'as dit que toi ça t'allait pas quand la page était moche. Moi je vois que le site de Gymlib il est stylé, donc ça veut dire que j'imagine que tout ça doit être consistant à travers votre communication, et puis en plus t'as recruté 2 personnes qui sont clairement des créas. J'imagine que du coup t'as un autre regard par rapport à ça. Et alors je citerai pas de nom, mais il y a des gens qui ont insisté sur le fait que c'était absolument pas intéressant le design en startup, comme s'il y avait que l'hypercroissance qui comptait, il fallait regarder que les chiffres, et si on avait trouvé un cap, il fallait aller à fond dedans et pas regarder sur le côté. C'est quoi ton retour par rapport à ça? Est-ce que tu penses que du coup le design peut aider clairement à la croissance? Alors en fait je suis d'accord avec les deux points. Alors moi mon père est artiste, donc j'ai une sensibilité pour la partie design et esthétique. Donc oui, je pense que je suis complètement d'accord que le design n'est pas forcément nécessaire pour avoir une croissance exponentielle. Donc il y a les gros sites qui fonctionnent très bien, à savoir Le Bon Coin ou Craigslist aux États-Unis. Je crois que les designers n'ont pas été là au début en tout cas. Après, je pense que en fait c'est un choix, c'est une question de moyens. Et puis je pense que c'est un accompagnateur de croissance. Donc après le design c'est très vaste. Si on parle du X, oui en fait c'est d'améliorer progressivement ou que ce soit l'expérience globale ou tout simplement les différents taux de conversion. Et donc au final tout le monde parle du X, et puis les gens l'étudient, et c'est quelque part c'est quand même du design. Enfin c'est un mi-chemin entre du marketing et du design on va dire. Et après il y a la partie plus graphisme, et puis je pense sur le B2C, je pense qu'à partir du moment où ça dépend du produit en fait. Si on a quelque chose d'organique, de collaboratif et des choses comme ça, on n'a pas forcément besoin d'avoir, à partir du moment où le produit est bien fait, est bien câblé, et puis à une vraie fonctionnalité utile, ok, le design, il n'y a pas besoin d'avoir de poussée. Après
sur d'autres produits, ça va être quelque chose pour mettre un peu de vernis et dire et se différencier par rapport à d'autres. Donc, ce qui est le cas, nous on s'adresse à des RH, il suffit de regarder le contenu RH ou sous toutes ses formes. Aujourd'hui, il est pas du tout sexy, et alors après il y a des startups comme Payfit, comme Alan qui changent un peu la donne. Le but c'est d'avoir quelque chose de différenciant par rapport aux produits de SIRH, et se dire en fait là on a un peu de fraîcheur, et puis en fait quand je les rencontre, je vois quelque chose de nouveau, d'innovant, puis derrière le design, bien entendu, il doit y avoir un produit solide, parce que sinon, si on a que du vernis, puis quand on gratte, on voit un produit qui est rien, c'est compliqué. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite, hein. Je pense que ça dépend vraiment de l'essence du produit, et puis de ses fonctionnalités, et puis du marché. Je pense que B2C, pareil, il y a plein de startups qui sont lancées avec rien du tout, et B2B, aussi, mais je pense que si on veut vraiment se différencier aujourd'hui, c'est juste un accompagnateur de croissance. Ok, très clair. Je t'avais demandé, je sais pas si t'as fait tes devoirs, mais je t'avais demandé de préparer 3 ressources externes au marketing, un truc qui a rien à voir avec les startups limite, qui permet, c'est vraiment une question pour moi, limite pour mon oreille, pour que je puisse trouver des trucs à fouiner le week-end en dehors du marketing. 3 ressources externes à ça que tu as regardé récemment. Alors j'ai pas fait mes devoirs. T'as pas fait tes devoirs? J'ai mal fait mes devoirs, et en plus je suis très mauvais sur ça, parce que j'en parlais hier avec des potes. Je leur disais j'ai vraiment pas le temps. J'ai de moins en moins le temps pour consulter ces supports, ces contenus. Et puis on parlait de podcast avec un ami qui veut se lancer justement dans le domaine des podcasts. J'en ai assez peu. Enfin, je vais pas te sortir celles qui sont connues parce que tout le monde va les citer sinon, mais qui sont propres à moi. Moi, je suis plus quelque chose que je fais assez, c'est tout ce qui est, je le fais de moins en moins parce que voilà, j'ai pas de temps, mais c'est tout ce qui est lié aux sciences humaines, anthropologie, et déjà parce que ça m'intéresse de comprendre la psychologie humaine, et puis de comprendre pourquoi les gens font ça. Et puis après, je vais pas être très original sur mes ressources, sur mes supports. Très clairement, ça va être des TED Talks qui ont duré 20 minutes parce que c'est rapide. Et après, il y a pas mal et en vrai, rien que sur TED, je pense qu'il y a une mine de connaissances assez incroyable, que ce soit notamment lié au bonheur, et puis en fait le bonheur c'est lié au choix, et puis en fait le choix tue le bonheur. Et puis à chaque fois les startups se disent, c'est un simple exemple, les startups se disent faut laisser le choix, alors qu'au final non, en fait les gens disent vouloir avoir le choix, mais au final on constate que le choix tue le bonheur, et donc tue l'expérience utilisateur ou des choses comme ça. Et en fait ça c'est vraiment la partie anthropologie et sciences humaines. Je pense que c'est une vraie aide pour en parler du X, mais aussi pour le marketing. Je pense que c'est des ressources assez intéressantes. Donc je pense que tu as pas mal de livres, donc que ce soit sur la psychologie ou des podcasts ou des vidéos ou même des documentaires, genre même Netflix, hein, il y a quand même des choses sympas à regarder. Donc je vais pas être très novateur sur le sujet. Je fouille pas mal. Je fouille. Quand t'as le temps, quoi. Ouais. Je le fais plus malheureusement, et en fait c'est pour ça que j'en reparlais à ces potes hier soir. Je leur dis vous connaissez des podcasts, puis en plus je lui disais mais quand vous avez le temps d'écouter 1 heure de podcast, parce que le soir je rentre à telle heure. En plus si je vais boire des pots avec des potes, j'ai encore moins le temps. Ouais. Donc je suis un peu dans le même cas. Je sais pas où trouvent ces gens tout ce temps-là, mais j'aimerais avoir plus de temps. Ils arrivent à tout faire, quoi. Puis nous, vu qu'on a une boîte sur le sport, en fait le temps libre on essaie de faire un peu de sport, donc alors j'écoute des podcasts en faisant du sport, notamment en courant, sauf qu'il suffit que je pense à autre chose. J'ai tendance à avoir l'esprit qui va un peu à droite et à gauche, et puis je vais écouter un podcast qui va me faire partir sur un truc de taf, et puis au final je vais dire j'ai perdu les 10 dernières minutes qui me paraissaient super intéressantes, donc je vais revenir en arrière, et du coup je suis pas très attentif généralement. Okay. Donc je suis pas le meilleur élève sur ce sujet. Mais c'est pas grave. Mais je suis demandeur de solutions. Si on m'en donne une, je suis preneur. Ok. Regarde mon podcast, et peut-être avec plaisir. Écoute mon podcast et regarde ma chaîne YouTube, un des deux, et tu vas peut-être trouver des ressources sympas à l'avenir. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, et à bientôt. À bientôt. Ciao.